Histoire mystique de Tulle. La société Tulle s'occupait de choses matérielles et politiques tandis que la société Vril avait des occupations qui concernaient surtout l'au-delà. Mais elle avait quand même quelques points communs. Toutes deux étudiaient l'Atlantide, Thulé, l'île des bienheureux de Gilgamesh, mythe sumérien du déluge, les rapports originels entre les Germains et les Mésopotamiens ainsi que les anciens sanctuaires, comme Stonehenge avec ses pierres dressées. Ultima Thule aurait été la capitale du premier continent colonisé par les Ariens. Celui-ci s'appelait Hyperborée, et aurait été plus vieux que la Lémurie et l'Atlantide, continent englouti, habité jadis par de grandes civilisations. En Scandinavie il y a une légende autour de l'Ultima Thule, ce pays merveilleux dans le Grand Nord, où le soleil ne se coucherait jamais, et où vivraient les ancêtres de la race aryenne. La qualité qui rendait ces êtres des suprahommes, était leur spiritualité occulte. Même le nom choisi Thule provient de la dénomination traditionnelle d'un centre spirituel secret où est supposé être stockée la spiritualité planétaire, et où sont censés vivre les grands sages, qui veillent sur notre planète. Il croyait donc également en la doctrine secrète de Madame Blavatsky, dans laquelle elle affirme que certains suprahommes ont survécu à la destruction de l'Atlantide, en gardant le haut niveau de conscience qu'ils possédaient. À l'époque, ces suprahommes étaient les Ariens. Le continent Hyperborée aurait été situé dans la mer du Nord, et aurait été englouti lors d'une époque glaciaire. On suppose que ses habitants vinrent jadis du système solaire d'Aldébaran, qui est l'astre principal dans la constellation du Taureau. Il mesurait environ 4 mètres, avait la peau blanche et était blond aux yeux bleus. Ils ne connaissaient pas les guerres et ils étaient végétariens, Hitler aussi, d'ailleurs. D'après les prétendus textes de Thulé, les Hyperboréens étaient très en avance dans leur technologie, et ils se seraient servis d'Ebridia, engin volant que nous désignons aujourd'hui du nom d'OVNI. Grâce à l'existence de 2 champs magnétiques inversement rotatifs, ces disques volants auraient été capables de lévitation, ils auraient atteint des vitesses énormes, et accompli des manœuvres en vol, performance que nous observons également chez les OVNI. Ils auraient utilisé la force Vril, comme potentiel énergétique, c'est-à-dire comme carburant, Vril égale à éther, ou prana, chi, force cosmique, orgon. Mais ce mot est dérivé aussi du Vril acadien, qui signifie semblable à la plus grande divinité ou égal à Dieu. Il soustrayait donc de l'énergie gratuite au champ magnétique terrestre. Lorsque le continent Hyperborée commença à s'enfoncer, les habitants se seraient mis à creuser des tunnels gigantesques dans la croûte terrestre avec de grosses machines, et ils se seraient établis sous la région de l'Himalaya. Ce royaume souterrain a le nom d'Agartha ou Agarthi, et sa capitale s'appelle Shambhala. Les Perses appelèrent ce royaume souterrain Ariana ou Ariane, le pays d'origine des Ariens. Précisons ici que Carlo Seffé affirma que Thulé était en fait l'Atlantide et disait, contrairement à tous les autres chercheurs du Tibet et d'Inde, que les survivants de Thulé Atlantide s'étaient partagés en 2 groupes, un bon et un méchant. Les bons qui, d'après leur oracle, prirent le nom d'Agarthi s'installèrent dans la région de l'Himalaya, les méchants qui s'appelaient, d'après Osefé les Shambhala, et qui voulaient réduire les hommes à l'esclavage se dirigèrent vers l'ouest. Osefé affirmait qu'un combat durait depuis des années entre ceux d'Agarthi et ceux de Shambhala, combat que reprit à son compte la société de Thulé avec le Troisième Reich représentant ceux d'Agarthi contre ceux de Shambhala, les francs-maçons et les sionistes. C'était probablement aussi la mission de Osefé. Le souverain de ce royaume serait Rigdan Lyepo, le roi du monde, et son représentant sur terre serait le Dalai Lama. Osefé était persuadé que ce royaume souterrain sous l'Himalaya était le lieu d'origine de la race aryenne. Il en aurait soi-disant eu la preuve lors de ses nombreux voyages au Tibet et en LNDE. Le signe distinctif de Thulé aurait été la svastika aux branches tournées vers la gauche. Selon les dires de lama tibétain, et du Dalai Lama en personne, les gens d'Agarthi existent encore aujourd'hui. Le royaume souterrain, qui est bien ancré dans presque tous les enseignements orientaux, se serait répandu au long des millénaires sous toute la surface de la Terre avec des centres immenses sous le Sahara, sous la montagne du Mato Grosso, et sous la montagne Santa Catarina au Brésil, sous le Yucatan au Mexique, sous le mont Shasta en Californie, en Angleterre, en Égypte et en Tchécoslovaquie. Hitler aurait eu particulièrement à cœur de trouver les entrées du royaume souterrain d'Agartha, et d'entrer en contact avec les descendants des hommes-dieux ariens d'Aldébaran Hyperborée. Dans les légendes et les traditions de ce royaume souterrain, on rapporte, entre autres, qu'il y aura sur notre globe une méchante guerre mondiale, la 3e, qui prendra fin à cause de tremblements de terre, et d'autres catastrophes naturelles, y compris le renversement des pôles, qui entraîneront la mort des 2/3 de l'humanité. Après cette dernière guerre, les différentes races de l'intérieur de la Terre se réuniront de nouveau avec les survivants de la surface du globe, et introduiront l'âge d'or millénaire, l'ère du Verseau. Hitler voulait créer un Agartha ou l'Ariana à la surface de la Terre avec la race des maîtres ariens, et ce lieu devait être l'Allemagne.
Durant le Troisième Reich, il y eut de grandes expéditions des SS dans les Himalayas pour trouver des entrées du royaume souterrain. D'autres expéditions eurent lieu dans les Andes, dans les montagnes du Mato Grosso, et de Santa Catarina au Brésil, en Tchécoslovaquie et en Angleterre. Et puis certains auteurs affirment que les gens de Thulé croyaient qu'indépendamment du système de tunnels et de villes souterraines, la Terre était creuse, avec de grandes entrées, l'une au pôle Nord et l'autre au pôle Sud. On s'en référa aux lois de la nature, tel le microcosme, tel le macrocosme. Qu'il s'agisse d'une cellule du sang, d'une cellule du corps ou d'un ovule, d'une comète ou d'un atome, ils ont tout un noyau et une cavité entourée d'une enveloppe, la corona radiata, la vie propre se passe donc à l'intérieur. Les gens de Thulé en avaient conclu que la Terre devait être constituée selon le même principe. Même les Druzes confirmaient ce fait, car ce sont des cavités rocheuses dont la vie propre, c'est-à-dire les minéraux et cristaux, se trouve à l'intérieur. La Terre devrait, par conséquent, être creuse aussi, ce qui correspondrait, d'ailleurs, au dire des lamas tibétains et du Dalai Lama, et elle devrait avoir un noyau, un soleil central qui confère à son intérieur, un climat régulier et une lumière solaire permanente. La vraie vie de notre planète se passerait à l'intérieur de celle-ci, la race des maîtres vivrait au-dedans, et les mutants à la surface. Ce serait la raison qui explique pourquoi nous ne pouvons découvrir aucune vie sur les autres planètes de notre système solaire, puisque les habitants y vivraient aussi à l'intérieur. Les entrées principales seraient au pôle Nord et au pôle Sud, pôle traversé par la lumière du Soleil central, qui crée les aurores boréales, les prétendues lumières des pôles. La masse solide occuperait plus de volume à l'intérieur de notre planète que la masse des eaux. D'après l'explorateur des pôles Olaf Janson et d'autres explorateurs, l'eau à l'intérieur serait de l'eau douce, ce qui expliquerait que la glace de l'Arctique et de l'Antarctique n'est pas constituée d'eau salée mais d'eau douce. Cette thèse sur la constitution de notre Terre est étayée par les témoignages des explorateurs des pôles Koho, Peary, Amundsen, Nansen, Canet aussi par l'amiral Beer. Ils eurent tous les mêmes expériences étranges, qui ne concordent pas avec les théories scientifiques établies. Tous constataient que le vent s'échauffait au-dessus du 76e degré de latitude, que les oiseaux volaient au-dessus de la glace en direction du nord et que des animaux, tels que les renards, se dirigeaient dans la même direction, qu'on trouvait de la neige colorée et grise qui, en fondant, livrait un pollen de fleurs multicolores ou de la cendre volcanique. La question se pose, d'où vient la pollen de fleurs qui se trouve au pôle Nord? D'où vient la poussière volcanique, puisqu'aucun volcan n'est signalé sur les cartes officielles disponibles? De plus, il arrivait à certains des chercheurs de se trouver parfois dans une mer d'eau douce, et tous relatent avoir aperçu deux soleils à un certain moment du voyage. En outre, ils trouvèrent des mammouths à la chair encore fraîche et dont l'estomac contenait, parfois, de l'herbe fraîche. Pour les gens de Thulé, ces mythes sur la Terre creuse étaient, manifestement, assez étoffés pour être pris au sérieux. Une expédition au moins, eut lieu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Antarctique. Lorsqu'en 1532 les conquérants espagnols sous la direction de Pizarro, arrivèrent en Amérique du Sud, les indigènes les appelèrent les Vicarocha, maîtres blancs. Dans leur légende, il est question d'une race de maîtres géants à la peau blanche qui, des siècles plus tôt, descendaient du ciel avec des disques volants. Ces derniers avaient régné longtemps, sur une partie de leur ville et avaient ensuite disparu, après avoir promis de revenir. Les indigènes crurent voir le retour des Vicarocha dans les Espagnols à la peau claire et leur remirent donc, au début, leur or. Il se passa la même chose au Tibet, et dans d'autres régions des Himalayas, lorsque les premiers voyageurs blancs arrivèrent. Les Tibétains les regardaient médusés en leur demandant pourquoi ils venaient d'en bas, du pied des montagnes, puisqu'ils arrivaient d'habitude d'en haut. L'idéologie des dirigeants allemands du Reich était, en fait, basée sur le thème d'El Shaddai qui eut pour conséquence la persécution des Juifs, sur la révélation d'Isaïe, sur le savoir des Templiers. Ces thèmes étaient sous-jacents dans toutes les actions entreprises, y compris dans le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. La société Thulé Adolf Hitler. Adolf Hitler était initié à la franc-maçonnerie, comme un moyen de recueillir davantage d'influence et le pouvoir, mais il n'a obtenu que le second degré et plus rien, il n'y a en fait aucune preuve à l'appui. Franc-maçonnerie comme aujourd'hui, était un ordre de fraternité d'affaires, politique et autres de haut niveau de connexion. Son initiation a été principalement, sous la direction de Maître Eckhart, mais Adolf Hitler était opposé aux idéaux de la franc-maçonnerie humaniste. Fin octobre 1918, ce beau temps d'or donna la mission aux frères de Lothar Larrey et Anton Drexler de former un cercle de travailleurs. Celui-ci devint, plus tard, le Parti des travailleurs allemands, le DA, Deutscher Arbeiterpartei. La revue de la société Thulé était le Völkische Beobachter, l'observateur du peuple. Il fut directement repris par le NSDAP qui se forma à partir de l'ADA. En octobre 1918, le jeune occultiste et ésotériste Adolf Hitler,
qui s'appelait, en fait, Adolf Schick-Grube. Hitler était le nom de jeune fille de sa mère, rentre dans le DA, le parti de Tulle, et il est remarqué pour ses talents d'orateur. Trevor Ravenscroft décrit dans Der Spee des Schicksal, l'épée du destin, ce qu'a aussi rapposé un ami de jeunesse d'Hitler, Wolf Johannes Stein qui devint, plus tard, le conseiller du franc-maçon Winston Churchill. Hitler, déjà grand adepte du mysticisme à l'âge de 20 ans, essaya d'atteindre des niveaux de conscience élevés à l'aide de drogue. Par l'intermédiaire du libraire prêtre à Vienne, adepte du mysticisme germanique, et de la doctrine de la race des maîtres aryens qui en découlait, Hitler se forgeait les bases de sa vision future du monde et avec son aide, il fit usage du peyote, drogue hallucinogène pour accéder à l'illumination mystique. Hitler, déjà dépendant de drogue quand il était jeune homme, prit de forts narcotiques toute sa vie. D'après le journal de bord de son médecin personnel, Todor Morel, Hitler reçut pendant les 6 ans, que dura la guerre des injections de différents calmants, de strychnine, de cocaïne, de dérivés morphiniques et d'autres drogues. À cette époque-là, Hitler eut aussi connaissance des protocoles des sages de Sion, ce qui le renforça dans son aversion pour les Juifs. Puis Hitler fut engagé par le DA, le parti de Thulé, comme orateur électoral et apprit, plus tard, à bien lire et écrire grâce à Dietrich Eckart, anti-bolchevique et frère de la société Thulé. Il introduisit dans les cercles munichois et berlinois, et Hitler adopta presque en totalité, les conceptions de la société Thulé. En 1924, lorsque Hitler se trouva en prison à Landsberg à la suite du putsch munichois manqué, Ossefé passa plusieurs heures par jour avec lui à lui transmettre ses théories et ses projets. Il lui passa, entre autres, le livre de Lord Bulméliton de Comingras, La race à venir. La description de Bulméliton d'une race aryenne hautement développée, qui vit sous terre est presque identique à celle que nous venons de parler. Dans son livre Les vaisseaux en forme de soucoupe jouent un rôle essentiel. Il y eut, de plus, la publication du livre de Ferdinand Ossando-Houskibet, Homme et Dieu qui dévoile les légendes d'Agartha et de Shambhala. Hitler était, de fait complètement absorbé par sa recherche du royaume souterrain, et par la doctrine de la race aryenne propre aux membres de la société Thulé. Ossefé et l'esprit en charge, l'instruction politique d'Hitler. À Landsberg, Hitler écrivit Mein Kampf en faisant un amalgame des théories de Ossefé, des pensées de Rosenberg et de la propagande politique. Rudolf Hess s'occupait de la formulation exacte, et étapait le texte à la machine. L'influence de Karl Ossefé désigné, comme le grand magicien du Troisième Reich montre quel rôle jouèrent le mysticisme et l'occultisme dans le Reich. On prêtait à Ossefé le don de prophétie, c'est la précision de ses prédictions qui lui fit bénéficier d'une ascension fulgurante dans les milieux influents occultes de l'époque d'avant-guerre en Allemagne. Jacques Fisserman écrit à ce sujet dans De Secvement of Spandau que Rudolf Hess, entre autres, était complètement obnubilé par les idées et les théories de Ossefé. Son voyage étrange en Angleterre le prouve. Ossefé avait en effet fait un rêve où il apercevait Rudolf Hess traversant les couloirs de châteaux anglais et apporter la paix aux 2 plus grandes nations nordiques. Et comme Hess était persuadé de la justesse des prophéties de Ossefé, il suivit ce rêve à la lettre. Les dirigeants du Troisième Reich prirent à leur compte l'équipement magique de la société Thulé. Le salut de Thulé ainsi, salut et victoire, fut repris par Hitler qui le transforma en siège. Ce salut, en liaison avec le bras levé, est un rituel magique utilisé pour la formation de volts. Franz Bardon a décrit en détail les volts magiques et leurs utilisations. Franz Bardon, appelé aussi Frabato, fut, pour moi, le magicien allemand le plus connu, 1909-1958. Hitler lui proposa des postes élevés dans le gouvernement, à condition qu'il mette à sa disposition ses talents de magicien pour l'aider à gagner la guerre. En outre, Bardon devait révéler à Hitler les adresses des 98 autres 99e loges répandues sur Terre. Lorsque celui-ci refusa de l'aider, il fut soumis aux pires tortures, Frabalo, Franz Bardon, page 173. Mais les Allemands ne furent pas seuls à utiliser les rites magiques à des fins politiques. Le signe de la victoire des Anglais, signé avec les doigts écartés, ne fut connu jusqu'en 1940, que par les plus grands des initiés des hauts grades francs-maçonniques. Lorsque Winston Churchill, franc-maçon d'un grade élevé, craignit, en 1940, que l'Angleterre ne soit ensorcelée par le signe magique d'Hitler qui avait, apparemment, du succès, le salut à Hitler, son mentor en magie, le sataniste Aleister Crowley, lui conseilla de contrecarrer ce danger par le signe magique des doigts écartés. Les SS appelés aussi l'Ordre Noir, n'est nullement un régiment de police, mais un véritable ordre religieux avec une structure hiérarchique. Qui aurait pu penser que ce brutal parti nazi était un ordre sacré ? Une telle affirmation peut paraître ridicule après coup, mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un ordre sacré est responsable d'actes d'une atrocité sans nom. Les Jésuites,
mais aussi les dominicains qui dirigeaient l'Inquisition au Moyen Âge, en sont des exemples éclatants. L'ordre noir était la manifestation concrète des conceptions ésotériques et occultes de la société Thulé. À l'intérieur des SS se trouvait une autre société secrète, l'élite, le cercle le plus intime des SAS, les SS Soleil Noir. Notre soleil tournerait autour du soleil noir, un grand soleil central, le soleil primordial qui est représenté par la croix aux branches isocèles. Cette croix fut dessinée sur les avions et les chars du Troisième Reich. La société Thulé et ceux qui allaient devenir, plus tard, les SS travaillèrent en étroite collaboration non seulement avec la colonie tibétaine à Berlin, mais aussi avec un ordre de magie noire tibétain. Hitler était en contact permanent avec un moine tibétain au gant vert, qui était désigné comme le gardien de la plaie, et qui aurait su où se trouvait l'entrée de l'Agartha, l'Ariana. Le 25 avril 1945, les Russes découvrirent les cadavres de 6 Tibétains disposés en cercle dans une cave berlinoise, au milieu se trouvait celui de l'homme au gant vert. On aurait dit un suicide collectif. Le 2 mai 1945, après l'entrée des Russes à Berlin, on trouva plus de 1000 hommes morts qui étaient, sans aucun doute, originaires des régions himalayennes, et avaient combattu avec les Allemands. Que diable faisaient donc des Tibétains à des milliers de kilomètres de chez eux dans des uniformes allemands? D'innombrables jeunes hommes furent formés par le Soleil Noir pendant le Troisième Reich, ils étaient consacrés dans le château fort de Haute-Welsburg, et envoyés au Tibet pour y continuer à survivre, et se préparer à affronter le grand combat final de cette fin de siècle. D'après les dires de Fravkisbardon, Adolf Hitler était aussi membre d'un LGFOGC, ordre franc-maçonnique de la Centurie d'Or, connu, en fait, comme la 99e loge. En ce qui concerne les 99e loges, il y en a 99 disséminées dans le monde, et chacune est composée de 99 membres. Chaque loge est sous la domination d'un démon, et chaque membre a un propre démon bien à lui. Le démon aide la personne à acquérir argent et puissance mais, en échange, l'âme de cette personne est tenue de servir ce démon après sa mort. De plus, chaque année, un membre se voit sacrifier au démon de la loge, en vertu de quoi un nouveau membre est admis. Les membres des 99e loges sont aussi des dirigeants très influents dans l'économie et la finance et sont plus présents aujourd'hui que jamais. Les LGFOGC, c'est-à-dire les 99e loges sataniques. Franz Bardon confirma qu'Hitler et l'ordre de Thulé ne furent qu'un instrument entre les mains d'un groupe de magiciens noirs tibétains. Seul celui qui sait cela est en mesure de comprendre la phrase d'Hitler lors de son discours du 30 janvier 1945. Ce n'est pas l'Asie centrale qui sortira victorieuse de cette guerre, mais l'Europe est à la pointe de celle-ci, la nation qui, depuis 1500 ans, s'est révélée comme la puissance prédominante capable de représenter l'Europe contre l'Est et qui la représentera aussi dans l'avenir. Je parle de notre grand Reich allemand, la nation allemande, extrait de Hitler dans un proclamation en 1932-1945, discours et proclamation d'Hitler de 1932 à 1945. De Max Domarus. Ce qu'est devenu Hitler a suscité beaucoup de mythes. D'après les dires de Franz Bardon et Michael Serrano, ex-ambassadeur chilien en Autriche, Hitler s'est enfui en Amérique du Sud avec l'aide de la 99e loge. On dit même que le cadavre que l'on trouva, et dont la denture a été identifiée, comme étant fausse par le dentiste d'Hitler, aurait été placé là par la 99e loge. Un journal allemand à grand tirage publia le 5 mars 1979, que l'on avait trouvé l'avion privé d'Hitler dans la jungle en Amérique du Sud. Joseph Grenet, auteur de Das Ende des Hitler Mythos, la fin du mythe Hitler, affirme qu'Hitler a décollé avec son avion, le 30 avril 1945 de l'aéroport de Tempelhof à Berlin. Ce qui me semble le plus probable, au cas où il a survécu, c'est qu'il s'est servi des engins volants développés par la Société Vril, pour quitter l'Allemagne. Qu'Hitler soit mort ou non à cette époque-là, depuis lors, en tout cas, c'est certain. Carlo Seffé, après avoir échoué dans sa mission, a, d'abord, assassiné sa femme le 14 mars 1946, avant de se faire harakiri ainsi qu'il l'avait juré au bonnet jaune. Il y eut aussi une autre société secrète, qui annonça la venue d'un messie arien, la Société d'Helvèce. Hermann Göring, le responsable des finances des nazis, en était membre.